Oui, bonjour à tous pour ce webinaire qui est consacré aux maladies rares et initié par l'entreprise Takeda. Alors pour nous accompagner dans ce webinaire, plusieurs spécialistes de la question, le docteur Roland de l'Institut de pathologie génétique, Madame Stéphanie Dubrul, psychologue de la même institution, et Madame Inès Demaret, éthicienne, qui a beaucoup travaillé ces questions. Alors peut-être puis-je vous demander, docteur Roland, de vous présenter? Oui, donc moi je suis pédiatre de formation, mais donc ça fait maintenant 20 ans que je travaille à l'IPG, donc dans le centre de génétique, et donc je suis à la fois métabolicienne et généticienne. Madame Dubrul? Oui, donc je travaille en fait avec le docteur Roland et je suis psychologue et neuropsychologue aussi à l'Institut de pathologie génétique et je travaille à l'Institut depuis 2 ans. Avant, je travaillais en fait à l'Institut Bordet avec des patients qui étaient atteints de maladies cancéreuses. D'accord. Madame Demaret? Alors moi je suis philosophe et bioéthicienne. Je suis donc professeure en haute école et je suis également administratrice d'une association RDB des maladies rares. D'accord. Nous allons commencer cette séance par le lancement d'un témoignage afin de pouvoir voir la manière dont ces pathologies peuvent être vécues, rencontrées et traversées. Je suis Guilain Delphine, je suis la maman de Robin qui était atteint d'une maladie lysosomale. Il est décédé, il avait 14 mois. Nous avons décidé de créer une ASBL pour continuer son combat. Suite à la création de notre ASBL, on a été rejoint par une autre famille qui s'est associée à nous pour représenter les maladies lysosomales en Belgique. Alors, depuis septembre 2018, nous sommes également devenus l'antenne belge de l'association Vaincre les maladies lysosomales qui est située en France. Les missions de notre ASBL sont principalement aider et soutenir les enfants et leurs familles. Quand on connaît une telle situation, il est important d'avoir des échanges avec les familles qui vivent la même chose que nous. Alors, on offre également des temps d'échange, de partage pour les familles. On a aussi pour mission d'aider financièrement les enfants malades en subvenant aux frais liés aux besoins médicaux et paramédicaux. Et on finance également le matériel nécessaire pour le confort de l'enfant, mais aussi pour qu'il puisse rester à la maison le plus longtemps possible. Alors, on essaie également, et ça c'est une mission importante pour nous, c'est de faire connaître l'ASBL et les maladies lysosomales en Belgique auprès des milieux hospitaliers et du personnel soignant. Le message qu'on souhaiterait faire passer aux familles qui sont touchées, c'est rare mais pas seul. Voilà, on se sent parfois très seul par rapport à la maladie, mais voilà, une maladie rare, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Mais voilà, on est disponible via une page Facebook, donc tous ensemble main dans la main. Et nous avons également, depuis peu, créé un site internet, c'est www.lysosomalbelgique.be. Ik ben Eva Schoeters van RadioOrg, Rare Diseases Belgium. RadioOrg is de Belgische koepel voor meer dan 80 ziektespecifieke verenigingen en voor honderden mensen die een ziekte hebben waarvoor geen vereniging bestaat. Er bestaan immers meer dan 6000 zeldzame ziekten. En niet voor al die ziekten kan er een vereniging bestaan. Nochtans kennen alle mensen met een zeldzame ziekte heel wat gedeelde uitdagingen. Dat diagnoses pas met veel vertraging gesteld worden, dat het moeilijk is om optimale expertise te vinden, dat er geen beschikbaar geneesmiddel is, dat de artsen om je heen je ziekte helemaal niet kennen, dat lotgenoten niet bij de deur wonen.
RadiOrg ijvert voor structurele maatregelen om de vele gedeelde problemen aan te pakken. Dat doen we op politiek niveau, bij beleidsmakers, in netwerken, bij het RISIF, noem maar op. Daarnaast ondersteunen we met onze infolijn iedereen die zijn weg zoekt naar lotgenoten of naar optimale expertise. Tot slot voeren we jaarlijks rond Zeldzame Ziektedag campagne voor meer maatschappelijke aandacht voor de zeldzame ziekte. Want meer aandacht leidt tot betere zorg. Ook jij kan je lid maken van RadiOrg. Bezoek zeker eens onze website. Nous allons commencer le débat et la présentation immédiatement avec le docteur Roland. Je voulais juste préciser par rapport au témoignage qu'il s'agit de pathologies qui sont liées à l'X, qui est évidemment une précision importante. Voilà, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du thème des maladies lysosomales et de leur hérédité, et donc de leur mode de transmission. Voici mes conflits d'intérêts. Donc, quand on parle d'une maladie lysosomale, eh bien, on parle d'une maladie génétique, et donc cela implique effectivement la famille. Et donc, il est important de pouvoir, dans ce cadre, faire son arbre généalogique. Alors, on ne fait pas en médecine ce genre d'arbre très joli mais stylisé. En fait, en médecine, on utilise un génogramme où on va représenter les femmes par un rond, les hommes par un carré. On va unir un couple par une ligne horizontale et représenter la descendance par un Y ou un W inversé. Et donc, vous voyez ici dans ce génogramme, eh bien, on a essayé de représenter comment se transmettait au niveau de différentes générations une pathologie représentée en rouge qui est une maladie cardiaque et en vert un diabète. Et donc, construire son arbre généalogique doit demander un petit peu au patient de faire appel à sa mémoire, d'interroger la famille, de consulter des documents médicaux et parfois d'interroger les médecins spécialistes ou le médecin traitant qui a pris en charge les différents membres de la famille. Donc, si on veut comprendre comment se transmettent les maladies dans une famille, il faut qu'on revienne aux bases de la vie, au niveau de la cellule. Parce que dans le noyau de nos cellules, eh bien, nous avons des chromosomes. Et ces chromosomes, en fait, sont une pelote d'ADN. Cet ADN est très très grand et contient plus ou moins 20 000 gènes qui codent pour des protéines ou des enzymes qui peuvent être déficientes dans les maladies lysosomales. Alors ces 20 000 gènes que l'on appelle, qui constituent notre génome, ils sont répartis sur 22 paires de chromosomes. Et donc du chromosome le plus grand, le chromosome 1, au chromosome 22, le chromosome le plus petit, le matériel génétique est le même que l'on soit homme ou femme. Et on a hérité chacun d'un chromosome maternel et d'un chromosome paternel. C'est pour ça que nos chromosomes sont en double copie. Mais ce qui fait la différence entre les hommes et les femmes, c'est que la femme a deux chromosomes X, un hérité de son père, l'autre hérité de sa mère, et que l'homme a un chromosome X hérité de sa mère et son chromosome Y hérité de son père. Donc vous voyez qu'en fait, on a sur chaque chromosome une copie de gènes en double exemplaire. Donc les maladies lysosomales, eh bien, ce sont des maladies de surcharge, des maladies progressives, ce sont des maladies rares, on l'a dit. Il en existe plus de 50 sortes différentes et on ne va pas parler de toutes les différentes sortes aujourd'hui. Ce sont des maladies qui peuvent atteindre parfois déjà la vie fétale, qui peuvent s'exprimer pendant la période pédiatrique ou parfois à l'adolescence ou encore plus tardivement à l'âge adulte. Mais ce qu'elles ont en commun, en fait, c'est qu'elles se transmettent pour beaucoup par un mode de transmission que l'on appelle autosomique récessif. Autosomique parce qu'elle fait référence aux 22 paires de chromosomes dont on vient de parler, qu'on appelle des autosomes. Alors, toutes, oui, non, sauf, sauf 3 maladies. La maladie de Fabry, la maladie de Hunter ou la mucopolysaccharidose de type 2 et la maladie de Danon, qui est une maladie ultra rare. Mais ces 3 maladies-là se transmettent selon un mode lié à l'X,
qui est soit dominant, soit récessif, et on en parlera un petit peu plus loin. Alors, si on parle d'hérédité autosomique récessive, cela implique que les deux parents sont porteurs d'un trait muté, représenté en rouge sur la dia, et les porteurs, de façon caractéristique, n'ont pas de symptômes. Et quel est le risque pour un couple de porteurs d'avoir un enfant atteint? Alors, si vous essayez les différentes combinaisons possibles de transmission de ce trait muté et du trait non muté en noir, vous verrez et vous obtiendrez qu'une fois sur 4, donc dans 25% des cas, on peut avoir un enfant qui hérite de 2 traits mutés. Dans notre exemple, il s'agit d'une petite fille, mais il faut savoir que dans les cas des maladies autosomiques récessives, il n'y a pas de lien avec le sexe. On peut tout aussi bien avoir un garçon ou une fille qui hérite de 2 traits mutés. Alors, dans notre jargon médical, on représente ça par un arbre dont on a vu avant comment on le dessinait. Donc, le rond, ce sont les femmes, les carrés, ce sont les hommes. Et donc, en génération 1, on voit un couple de porteurs d'un trait muté représenté par un grand A en rouge. Et donc, à la génération du dessous, le risque à chaque grossesse d'avoir un enfant qui a hérité des 2 traits mutés grand A en rouge est de 25%. Ce qui n'exclut pas du coup d'avoir dans une même génération parfois 2 enfants atteints, puisque à chaque grossesse, on remet en fait les compteurs à 0. Alors, que se passe-t-il si un patient malade, comme la dame de la génération 2 à droite, avec 2 traits mutés, épouse un conjoint qui ne porte pas de mutation? Eh bien, je vous laisse réfléchir 2 secondes. Quel est le risque pour ce couple d'avoir un enfant atteint? En fait, le risque est de 0, puisque en fait, si vous essayez toutes les combinaisons possibles, eh bien, dans 100% des cas, ce couple aura un enfant porteur et non malade. Les choses se compliquent si vous prenez la dame en génération 2 mais qui se trouve à gauche et que celle-ci épouse un cousin ou quelqu'un qui lui est apparenté. Eh bien, on le représente alors par un double trait pour signifier une union de quelqu'un qui lui est génétiquement apparenté. Donc, pour ce couple, quel est le risque d'avoir un enfant atteint? De nouveau, je vous laisse réfléchir. Eh bien, si vous essayez les différentes combinaisons, vous obtiendrez, dans 50% des cas, l'enfant aura hérité de 2 traits mutés et sera malade, et dans 50% des cas, eh bien, l'enfant sera porteur. Venons-en maintenant à l'hérédité liée à l'X, qui est un peu plus particulière, puisque dans ce cas, c'est le chromosome X qui est porteur de la mutation. Commençons par l'hérédité liée à l'X récessive. Dans ce cas de figure, les porteurs, comme dans les maladies récessives qu'on vient de voir avant, n'ont pas de symptômes, ils sont juste porteurs. Et donc, dans ce cas, vous voyez dans notre exemple, la maman est porteuse d'un trait muté, elle va transmettre son chromosome X à sa descendance, que ce soit une fille ou un garçon. Mais la différence dans ce cas entre les filles et les garçons, c'est que le fils sera malade et la fille sera comme elle, juste porteuse. La situation est différente si c'est le père qui est porteur de la mutation, du trait rouge. Donc vous voyez que dans ce cas, le père va transmettre son X muté à toutes ses filles. Dans 100% des cas, les filles seront porteuses et les garçons hériteront toujours du chromosome Y non muté de leur père. Ça veut dire qu'un homme malade ne va jamais transmettre son X muté à ses garçons, ce qui facilite les choses quand on doit faire un conseil génétique. Par contre, ce qui change quand la mutation est dominante, liée à l'X mais dominante, eh bien, la différence c'est que la femme qui était porteuse dans l'exemple précédent devient potentiellement malade. Le mode de transmission, il est le même, mais les filles qui étaient porteuses dans l'exemple d'avant deviennent malades. Et dans ce cas, le risque d'avoir un enfant malade, qu'il soit fille ou garçon, est de 50%. Si le père est malade, dans l'exemple de droite, eh bien, le mode de transmission reste le même. Les garçons n'hériteront jamais du chromosome X muté du père puisqu'ils reçoivent de leur père un chromosome Y. Par contre, les filles, elles, dans 100% des cas, pourront avoir une expression de la maladie. Parce qu'il faut savoir qu'hériter d'une mutation ne veut pas dire nécessairement qu'on va développer des symptômes pour une fille. Alors voilà comment on le représente
en clinique, quand on constitue un arbre généalogique, on peut ici bien comprendre le mode de transmission. Et vous voyez que quand on regarde juste l'arbre, on a l'impression que c'est une maladie dominante, puisqu'elle se répète à chaque génération. Si vous voyez le trait X muté dans la génération 1 du père, symbolisé en rouge, eh bien, il se transmet à toutes ses filles et jamais à ses garçons, puisque les garçons vont hériter de son chromosome Y et du chromosome X de leur mère. À la génération 3, par contre, les femmes mutées vont transmettre dans 50% des cas, que l'enfant soit fille ou garçon, le trait muté. Alors, donc on vient de le dire, les femmes qui héritent d'un trait muté ont une expressivité variable de la maladie et qui ne suit pas tout à fait l'agenda des hommes. Donc une femme peut être très peu symptomatique ou sévèrement atteinte et à un âge parfois beaucoup plus tardif. Alors une explication de ce mécanisme, enfin de cette grande variabilité, en fait vient du fait que les femmes ont 2 chromosomes X et que de façon aléatoire, les femmes peuvent inactiver dans leurs cellules un des 2 chromosomes X. Dans la nature, il y a un équilibre 50-50 entre le X inactivé et l'autre X inactivé. Mais si dans un organe on a ce que nous on appelle dans notre jargon un biais d'inactivation, c'est-à-dire une inactivation préférentielle d'un X non muté, qu'est-ce qui va se passer dans cet organe-là? Dans cet organe-là, en fait, on va avoir une expression préférentielle du chromosome X muté et donc on peut avoir une symptomatologie parfois qui est limitée à un organe. Ce qui fait qu'une femme peut être effectivement porteuse d'un trait muté et ne révéler ou n'exprimer la mutation que dans certains organes et avec une sévérité variable. Ce qui explique aussi qu'on a une faible corrélation entre l'activité enzymatique qu'on peut mesurer dans son sang et l'expression des symptômes qui se font au niveau des organes. Alors ici, l'exemple d'une hérédité dominante liée à l'X, c'est une famille que l'on a suivie et donc on a pu retracer avec l'aide des patients un arbre généalogique sur 6 générations. Et vous voyez le patient index en vert, c'est un homme. Donc fatalement, comme on l'a vu auparavant, il ne peut pas avoir hérité du trait muté de son père. Donc il l'a hérité de sa mère. Et donc en investiguant cette famille, on a pu tester un certain nombre de patients et on a pu finalement, sur les 25 patients testés, découvrir que 10 étaient atteints, soit à un stade pré-symptomatique ou déjà symptomatique, mais étiquetés avec une autre maladie. Donc vous voyez, dans la littérature, on dit qu'en général, à partir d'un cas index, on identifie en moyenne 5 patients par famille. Mais ici, quand on arrive à remonter plusieurs générations, on peut parfois trouver beaucoup plus de patients. Donc l'intérêt du conseil génétique familial, comme on vient de le voir, ça permet de détecter précocement les patients qui ne sont pas encore diagnostiqués, qui sont à un stade pré-symptomatique, et de leur proposer un suivi précoce. De leur proposer aussi éventuellement, quand c'est possible, un traitement précoce, mais aussi de pouvoir discuter de planification familiale. Et le moment optimal pour ça, c'est bien sûr avant la grossesse, avant de mettre une grossesse en cours, quand on est porteur d'un trait muté. Alors parfois, il y a une grossesse qui est déjà en cours et au moment où la famille apprend qu'il y a un trait muté dans la famille. Et dans ce cas, on peut avoir recours soit à un diagnostic prénatal non invasif, si c'est vraiment important de connaître le sexe de l'enfant pour rassurer la maman enceinte, ou le plus souvent avoir recours à un test prénatal invasif. Alors l'autre alternative, si on n'a pas encore une grossesse en cours, c'est de faire, comme on l'a dit, de la planification familiale et il est possible d'avoir recours au diagnostic préimplantatoire, mais seulement et seulement si on connaît les mutations chez les parents en fait.
Alors, pour connaître le sexe de l'enfant précocement, pour une grossesse qui est déjà initiée, on peut avoir recours au diagnostic prénatal non invasif, ce qu'on appelle le NIPT. Et donc, on peut déterminer le sexe de l'enfant en prélevant une prise de sang à la maman. Et dans cette prise de sang, on va extraire de l'ADN fœtal circulant pour en déterminer non seulement le sexe, mais aussi voir s'il y a des trisomies 13, 18 ou 21. Alors cette technique aujourd'hui ne permet pas encore de pouvoir séquencer vraiment l'ADN et de rechercher la mutation dans une famille. Sans doute que dans l'avenir ça le sera, mais aujourd'hui on peut juste déterminer le sexe et les trisomies 13, 18 et 21. Alors le plus souvent, quand il y a une grossesse en cours, on doit avoir recours à un diagnostic prénatal sous forme soit d'une biopsie trophoblastique, soit d'une amniosynthèse. La biopsie trophoblastique, eh bien, ça consiste à ponctionner, de prélever du trophoblaste, qui est en fait le placenta. On le fait soit par voie transabdominale, soit par voie vaginale. Et donc le but, c'est d'extraire des cellules desquelles on va étudier le sexe ou l'ADN. L'amniosynthèse, donc qui se fait un petit peu plus tardivement, et donc qui est un acte un petit peu moins invasif parce qu'il y a déjà plus de liquide autour du bébé, donc permet de ponctionner non seulement des cellules dont on va étudier l'ADN, mais aussi de ponctionner du liquide. Et quand le diagnostic, par exemple, ça arrive, n'a pas encore été fait dans la famille, d'étudier certains métabolites dans le surnageant qui vont pouvoir orienter le diagnostic, par exemple, vers une mucopolysaccharidose. Alors ces tests-là, ça ne se fait pas en Belgique, ça se fait à l'étranger, mais c'est tout à fait techniquement possible. On peut aussi, sur les cellules qu'on aura extraites du liquide amniotique, étudier l'activité enzymatique qui est déficiente, comme par exemple dans la maladie de Gaucher. Alors, c'est vrai que parfois, quand le diagnostic n'est pas fait dans la famille, on peut avoir à l'échographie des signes qui évoquent une maladie lysosomale, comme des anomalies osseuses dans les mucolipidoses de type 2, une nuque épaisse ou des calcifications surrénaliennes, comme dans la maladie de Wallman. On peut avoir aussi des lacites, donc une accumulation de liquide au niveau du fœtus ou au niveau du placenta, qui peut évoquer une maladie lysosomale, comme une maladie de Gaucher ou un Niemann-Pick de type C. Donc cet examen est préconisé quand il y a une grossesse en cours et qu'il y a un haut risque qu'il y ait une atteinte de maladie lysosomale. Alors, l'alternative, comme on l'a dit, c'est de faire du planning et d'avoir recours à un diagnostic préimplantatoire. Donc c'est une alternative au diagnostic prénatal invasif, c'est une forme précoce de diagnostic prénatal. Ça permet de faire un diagnostic génétique d'un embryon qu'on obtient par fécondation in vitro et puis qu'on va transférer ensuite dans l'utérus parce qu'on ne va transférer que les embryons non atteints. C'est évidemment indiqué pour des couples qui sont atteints ou porteurs d'une maladie génétique grave. Ça permet de sélectionner l'embryon qui ne sera pas atteint dans le cas d'une maladie liée à l'X et de prévenir, si vous voulez, la transmission de certaines maladies qui sont très graves. Alors, cette procédure n'est pas comparable à des OGM, comme on entend parfois, organismes génétiquement modifiés. Ce n'est pas du tout le même concept. Le concept, c'est de réimplanter un embryon qui n'est pas atteint de la maladie. Mais il ne faut pas voiler la face, cet examen, enfin cette procédure est une procédure longue qui nécessite parfois plusieurs cycles. Et comment est-ce que ça marche? Eh bien, donc ça marche comme ceci. Donc on stimule d'abord la maman et puis avec un traitement hormonal et puis quand les ovaires sont à maturation, on prélève des ovules qu'on va mettre en contact avec les meilleurs spermatozoïdes du papa et en fait on va injecter par une technique qui s'appelle l'injection intracytoplasmique, on va injecter le spermatozoïde dans l'ovule de la maman et cette technique permet d'augmenter le rendement de la fécondation. Une fois que l'ovule est fécondé, il va maturer in vitro et puis à un stade précoce de quelques cellules, on va extraire une cellule et du noyau de cette cellule, on va extraire le matériel génétique pour l'étudier et voir si le fœtus, si l'embryon est atteint ou pas et si on peut le réimplanter dans la cavité utérine de la maman pour avoir une grossesse évolutive.
Alors en fait, c'est pas si simple que ça. Donc il faut ponctionner au moins 10 ovocytes pour avoir une chance de réimplantation utérine. Donc après avoir prélevé les ovocytes, on va les féconder, ils vont se multiplier, l'embryon va se développer et au jour 3, on va ponctionner l'embryon pour pouvoir faire un diagnostic au niveau du matériel génétique. Et puis après, on va retransférer dans l'utérus, donc comme on l'a dit, les embryons non atteints. Alors, effectivement, le risque, c'est que suite à un cycle, on ait soit que des embryons atteints, dans ce cas-là, c'est un échec, il faudra recommencer, soit on obtient des embryons qui ne sont pas atteints, mais qui ont une mauvaise morphologie, et on sait que quand on réimplante un embryon de mauvaise morphologie, on a peu de chances que ça arrive à une grossesse in fine. Donc on estime qu'en gros que la chance de réussite par cycle est de 20 à 40%. Donc, et ces chances de réussite dépendent effectivement de l'âge de la mère, du nombre d'ovocytes qui ont été ponctionnés et puis de la qualité des embryons transférés. Alors en image, donc ici une biopsie embryonnaire au 3e jour. Donc on va pipeter, on va extraire une cellule que l'on va analyser et cette cellule va pouvoir être analysée et à la fois au niveau de son sexe, si vous voulez, ici par une méthode fluorescente. Vous voyez, on a coloré le chromosome Y en vert et le chromosome X en rose. Donc on peut déterminer si on a une petite fille ou un petit garçon. Ça peut être très important, comme on l'a vu dans les modes de transmission, puisque pour les maladies liées à l'X, il est préférable pour un homme d'avoir un petit garçon. Et puis donc, sur ces cellules, on va pouvoir aussi analyser les mutations familiales quand c'est la mère qui est porteuse d'une mutation ou s'il s'agit d'une pathologie à hérédité autosomique récessive. Alors vous l'aurez compris, hein, le diagnostic d'une maladie génétique n'implique pas que le patient, mais aussi sa famille et les apparentés. Il est important de consulter un médecin généticien pour pouvoir refaire l'arbre avec la famille, pour pouvoir détecter des patients au stade présymptomatique ou les patients qui n'ont pas été diagnostiqués ou qui ont été diagnostiqués avec un mauvais diagnostic. Et puis, il est important d'envisager aussi avec la famille les modes de transmission pour leur propre descendance et pour pouvoir faire, in fine, du planning familial sereinement, en connaissance de cause, en fonction des antécédents familiaux, des souhaits du couple, en fonction des cultures aussi. En fait, nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour informer et pour accompagner les choix et les parcours des patients. Et c'est pour ça que nous travaillons en équipe multidisciplinaire avec psychologues, assistantes sociales, infirmières, conseillères en génétique. Et donc c'est important que les patients puissent être accompagnés dans ces différents aspects complexes des maladies lysosomales. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment très claire et qui permet de couvrir déjà un bon nombre des aspects de ce sujet. Je vais passer la parole maintenant à Madame Dubrul pour les aspects cette fois plus psychologiques, ce que cela génère finalement chez les patients, leurs proches, leurs familles. Oui, donc bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des aspects psychologiques des maladies lysosomales. Alors, j'ai un conflit d'intérêt pour cette présentation. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 thèmes principaux, donc à savoir, premièrement, les aspects psychologiques du diagnostic. Deuxièmement, comment aborder le sujet de la maladie avec la famille. Troisièmement, comment intégrer la maladie dans le désir de fonder une famille. Et enfin, je clôturerai par une discussion. Alors, premièrement, les aspects psychologiques du diagnostic. Donc, il faut savoir que lorsqu'on pose un diagnostic génétique, ça se fait en consultation génétique souvent de 2 manières assez différentes. Donc, soit c'est un patient symptomatique et on
on sait soit vers un patient symptomatique ou soit via le dépistage familial où on pose un diagnostic génétique. Concernant le patient symptomatique, en fait, c'est souvent des patients qui présentent des symptômes depuis des mois, des années, et il y a une suspicion d'une maladie génétique via le médecin spécialiste. Donc ça peut être parfois le cardiologue, le néphrologue, l'ophtalmologiste, et on évoque déjà en tout cas la suspicion d'une maladie génétique. Le patient, suite à ces suspicions de maladie génétique, il y a quand même une prédigestion de l'information par le patient, et souvent il va rechercher des informations sur Internet. Et donc lorsqu'il arrive en consultation de génétique, le patient est comme assez au courant sur les tenants et les aboutissants de la maladie. Il connaît déjà pas mal de choses. Et donc là, il y a une confirmation qui est posée par le médecin généticien. Dans ce cas-ci, c'est vrai qu'il y a une adaptation qui est plutôt progressive du patient par rapport à l'annonce génétique. Concernant le deuxième cas de figure, concernant le dépistage familial, ici, lors des consultations de génétique, le patient, bien sûr, a une réaction qui est bien sûr variable d'un individu à un autre. Mais ce qu'on se rend compte lors des consultations de génétique, c'est que le patient arrive de manière beaucoup plus sereine si l'information a bien été transmise au niveau familial, si ses apparentés lui ont bien transmis toutes les informations. Et on se rend compte aussi que lorsque l'information n'a pas été transmise de façon optimale, lorsque l'information n'a pas été transmise du tout, parfois en fait le patient ne sait pas qu'il est porteur ou atteint de la maladie, et parfois l'annonce de ce diagnostic peut être vraiment vécue de manière assez brutale par le patient. Alors qu'on soit dans le cas de figure numéro 1 pour le patient symptomatique ou dans le cas de figure numéro 2 concernant le dépistage familial, on se rend bien compte qu'en fait, dès qu'on arrive dans cette première consultation de génétique, en fait, on ouvre directement la porte d'entrée de son histoire familiale. En élaborant l'arbre avec le médecin généticien, on voit vraiment directement toutes les relations familiales dans lesquelles on est présent. Et donc, c'est vrai que parfois, on pourrait mettre en évidence des relations conflictuelles avec ses ascendants, ou parfois, lors de ces consultations de génétique, on peut même mettre en évidence certains secrets familiaux. Et donc, cette première consultation avec le généticien, vraiment, voilà, il y a quand même un certain bouleversement psychologique de la part des patients. Suite à l'annonce de ce diagnostic, évidemment, certains patients vont avoir des craintes concernant les risques de transmission par rapport à leur descendance ou par rapport à la famille. Et lorsque les relations familiales sont conflictuelles, certains patients peuvent aussi exprimer de la colère envers leurs ascendants. Néanmoins, ce qu'on se rend compte aussi de manière plus globale, c'est que le patient, lors de cette annonce de diagnostic, se sent souvent aussi soutenu et cadré par l'annonce de ce diagnostic. Et ça permet vraiment au patient de se sentir quand même apaisé, soulagé, parce qu'il y a un cadre qui est très précis. Parce que dès qu'on pose un diagnostic génétique, le médecin généticien propose directement une prise en charge qui est adaptée et spécifique au patient. Et donc le médecin généticien fournit des informations très précises par rapport à la maladie, par rapport au suivi médical que le patient devra effectuer, par rapport aussi au traitement éventuel. Donc vraiment, il y a toutes des informations qui sont très précises. Également, lors de cette première consultation, on organise la prise en charge du patient. Donc, on explique tout le suivi médical qu'il devra effectuer pour mieux prendre en charge sa maladie. Et également, on explique en fait que le patient fait partie d'une convention de génétique. Et dans le cadre de cette convention de génétique, en fait, il est amené à rencontrer l'équipe pluridisciplinaire. Donc, c'est-à-dire qu'il est amené, par exemple, à me rencontrer, donc la psychologue. Donc, il peut bénéficier d'un soutien psychologique dans le cadre de ce diagnostic, mais pour la suite aussi. Il est aussi amené à rencontrer l'infirmière sociale. L'infirmière sociale, c'est une personne qui est ressource et qui permet en fait au patient de l'aider dans toutes ses démarches administratives. Et bien sûr, il est toujours aussi en lien avec le médecin généticien. Et le médecin généticien, c'est le médecin qui fait tiers par rapport aux différents suivis médicaux. Alors,
grâce à cette prise en charge qui est adaptée et spécifique, souvent les patients ressentent quand même un soulagement, car il y a vraiment, ils se sentent soutenus, ils se sentent cadrés par rapport à leur maladie génétique. Alors pourquoi il y a ce soulagement? Et c'est d'autant plus vrai pour le patient qui est symptomatique et où il y a eu quand même une errance médicale, c'est que le médecin généticien, le psychologue ainsi que l'infirmière sociale, il y a vraiment une reconnaissance des symptômes. Il y a vraiment une reconnaissance de cette errance médicale qui parfois a pu mettre des mois, des années avant de trouver vraiment le bon diagnostic. Et on reconnaît le vécu du patient. On reconnaît le vécu du patient de manière personnelle, mais aussi on reconnaît le vécu au niveau familial. Et donc ça donne du sens. Psychologiquement, ça vraiment donne du sens au niveau personnel, mais au niveau aussi du vécu au niveau familial. Alors, en tant que psychologue, c'est difficile de vous expliquer vraiment globalement comment un patient va se sentir après l'annonce d'un diagnostic. Mais il y a quand même souvent, voilà, il y a quand même certaines paroles qui reviennent de manière un peu plus récurrente suite à l'annonce de ce diagnostic. Et donc, certains patients nous expriment qu'avant, ils souffraient en silence et que le diagnostic a pu donner vraiment un sens à leur douleur. Que d'une personne en bonne santé, tout d'un coup, le patient se retrouvait dans la position d'une personne qui était gravement malade. Donc ça, c'est souvent via le diagnostic, le dépistage familial. Que certains patients nous expriment aussi qu'ils ont senti vraiment un soulagement, mais en même temps de la colère, car la maladie n'a pas été reconnue plus tôt. Certains patients, lorsqu'il y a des conflits plutôt familiaux, ressentent vraiment de la colère vis-à-vis de leur ascendant. Et certains patients aussi nous expriment le fait de s'être sentis accablés par la responsabilité d'avoir transmis la maladie à leurs enfants. Alors concernant les suites de l'annonce, donc si on devait dire de manière globale, en fait, les mois, les années qui suivent l'annonce du diagnostic, de manière générale, on se rend compte que l'information et la compréhension sont deux éléments clés pour construire son futur de manière sereine à travers la maladie. Et donc, on se rend compte que plus le patient est informé par rapport à son au risque de transmission, par rapport à son suivi médical, par rapport au traitement éventuel, plus il a compris aussi tout ce processus, au mieux, en fait, il a toutes les clés en main pour agir contre les difficultés liées à la maladie et pouvoir vraiment être acteur de sa propre vie. Bien sûr, là aussi, ça dépend de la personnalité du patient, des ressources qu'il a à sa disposition, que ce soit au niveau amical ou au niveau familial, de l'histoire de chacun et des traitements possibles. Donc, je voulais revenir aussi sur les traitements possibles parce que le fait de bénéficier de traitements, ça permet en tout cas psychologiquement d'avoir des perspectives. Et donc, avoir des perspectives, c'est vraiment avoir un objet où on peut se baser sur. Et donc, ça permet vraiment de canaliser son angoisse, ça permet d'agir et de mobiliser son énergie. Donc, c'est vraiment, le traitement permet vraiment d'être acteur de son devenir et de mieux s'adapter, en tout cas aux difficultés liées à la maladie. Bien sûr, qui dit traitement, pour les maladies lysosomales ou pour des maladies génétiques, parfois c'est vrai que c'est difficile en tout cas de bénéficier de ces traitements. Il y a vraiment une lourdeur des démarches administratives. Qui dit traitement pour une maladie chronique dit aussi un traitement chronique, donc c'est-à-dire à vie. Et parfois certains traitements peuvent aussi induire des effets secondaires tels que de la fatigue. Concernant la lourdeur des démarches, il faut savoir qu'en tout cas le centre de génétique est aussi là pour vous aider à alléger toutes ces démarches, que ce soit le médecin généticien, mais aussi l'infirmière sociale. Et au niveau de la compliance au traitement par rapport aux effets secondaires, vous pouvez également bénéficier d'un soutien psychologique, mais aussi d'un soutien externe, par exemple à l'hôpital, suite à ces traitements. En règle générale, comme dans une vie sans maladie, c'est vrai que les patients oscillent entre différentes étapes qui sont parfois, il y a des moments d'espoir, il y a parfois des moments de découragement et il y a des moments aussi de réalisme. Et en règle générale, donc, il y a un passage de l'émotionnel suite à l'annonce du diagnostic, on est fort dans l'émotion et souvent, voilà, dans les mois qui suivent, les années qui suivent, ça dépend vraiment d'un patient à un autre. Il y a vraiment ce passage vers l'action où en fait on se mobilise et on va de l'avant et on met en place différentes choses pour vraiment s'aider au quotidien. Alors, comment aborder le sujet de la maladie avec la famille ? Donc,
En règle générale, ce qu'on se rend compte lors de nos consultations de génétique, c'est que en fait, l'information circule bien dans la famille. Il y a vraiment une bonne transmission des informations, une bonne transmission du mode de transmission, voilà. Voilà. Et donc, mais parfois, en fait, pour des raisons qui sont géographiques, culturelles, familiales, lorsqu'il y a des conflits familiaux ou événementiels, parfois l'information se perd. Et comme l'a expliqué le docteur Roland, si parfois l'information se perd, c'est ça peut amener en fait un plus mauvais suivi, en tout cas médical, des patients. Et comme je vous ai expliqué précédemment, c'est vrai que parfois l'annonce peut être du coup plus brutale pour certains patients qui ne pensaient pas être atteints ou porteurs de la maladie. Alors moi je vais vous parler plutôt d'un point de vue psychologique. Pourquoi certains patients ont des difficultés à informer leur apparenté? C'est que suite à ces consultations de génétique, il y a souvent deux notions qui apparaissent. C'est que parfois les patients se sentent honteux d'avoir une maladie génétique et parfois il y a aussi la culpabilité d'avoir transmis une maladie génétique à sa famille. Et donc notre travail en tant que psychologue, mais aussi c'est le travail du médecin généticien, c'est vraiment d'entreprendre ce travail d'explication, d'information, qui soit orale ou par écrit, et de soutien de ces patients. Et ce sentiment de culpabilité peut vraiment se transformer en responsabilité. En responsabilité, je suis acteur, je peux transmettre en tout cas cette information à ma famille afin qu'ils puissent bénéficier d'un meilleur suivi médical et de détecter plus précocement si on est atteint ou porteur d'une maladie génétique. Et psychologiquement, ce sentiment de responsabilité d'être acteur de sa propre vie, c'est vraiment un sentiment qui est davantage porteur que ce sentiment de culpabilité où on a plutôt tendance à se renfermer sur soi. Évidemment, on s'adapte aussi à la temporalité des patients. Alors, comment intégrer le désir, la maladie dans le désir de fonder une famille? Évidemment, le désir d'enfant est variable en fonction des personnes. Mais les difficultés liées à la maladie, les traitements, la lourdeur des démarches peuvent intervenir sur le désir d'enfant et entraîner pour certains le désir de ne plus avoir d'enfant. Concernant le désir d'enfant, si on souhaite en fait avoir un enfant et ne pas transmettre la maladie, donc comme expliquait le docteur Roland, on peut avoir soit recours à un diagnostic prénatal, soit à un diagnostic préimplantatoire. Concernant le diagnostic prénatal, évidemment, si le test est positif, il y a toute une multitude de sentiments qui peuvent arriver au niveau du couple. Et nous, ce qu'on conseille en tout cas, c'est de peut-être mettre dans la confidence quelques amis proches, peut-être une ou deux personnes de la famille proche. Comme ça, lorsque c'est un peu plus compliqué, lorsque voilà, on est dans ces démarches, on peut avoir quand même ces personnes, on peut se confier en tout cas à ces personnes ressources. On peut également bénéficier d'un groupe de parole, donc de couples qui ont vécu les mêmes expériences. Évidemment, on peut également bénéficier d'un suivi psychologique. C'est vrai que l'idéal en tout cas, c'est de s'entourer, mais avec des personnes qui sont de confiance, avec un petit cercle. Concernant le diagnostic préimplantatoire, comme l'a expliqué le docteur Roland, c'est souvent des démarches qui sont très longues sur le temps et ça peut être éprouvant pour le couple. Donc nous, ce qu'on conseille en tant que psychologue, c'est en tout cas d'instaurer des pauses, de ménager des périodes pour se retrouver, que ce soit de manière individuelle, mais également pour se retrouver en couple. Et on conseille également de continuer ces activités de loisirs, ces petites activités qui nous font du bien au moral et à l'esprit, car on se rend compte que comme c'est des démarches longues, ce qui permet en tout cas de tenir sur du long terme, c'est vraiment d'avoir ces espaces où on peut se ressourcer, ces espaces en tout cas qui nous font du plaisir. Et c'est vraiment important en tout cas pour suivre toutes ces démarches d'une manière vraiment sereine. Et donc plus on arrive quand même à trouver ces petits moments de temps pour soi, plus en fait on se rend compte que voilà, le diagnostic préimplantatoire se fait de manière sereine pour le couple. Également, comme pour le diagnostic prénatal, on peut proposer un suivi psychologique. Alors, quelles sont les autres alternatives au DPN et au DPI? C'est vrai que
certains patients pourront avoir recours soit aux dons de spermatozoïdes, aux dons d'ovocytes ou aux dons d'embryons. Il y a des patients qui pourront avoir recours à l'adoption. Et d'autres patients aussi préféreront avoir un enfant de façon naturelle, même s'il y a un risque que l'enfant soit atteint ou porteur de la maladie. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que le désir d'enfant est vraiment variable d'un couple à l'autre. Et nous, ce qu'on essaye en tant que psychologue, c'est vraiment, en tout cas, avant de choisir laquelle alternative on se sent plus à l'aise, c'est vraiment de prendre ce temps en couple, d'en parler et de voir dans quelle situation on se sentira en tout cas le plus à l'aise. Et vraiment cette communication, en tout cas en couple, permet vraiment de mieux anticiper les choses et on se rend compte en effet s'il y a une bonne communication au niveau du couple sur le choix dans lequel on va s'orienter. Psychologiquement, en fait, en effet, on arrive plus facilement à faire face aux difficultés liées aux différentes alternatives. Alors, en discussion, donc, que ce soit l'équipe médicale ou l'équipe paramédicale dans les centres des génétiques, en tout cas, on essaye vraiment d'informer les patients de la manière la plus précise possible. Comme je vous avais expliqué précédemment, on se rend compte que lorsque l'information est bien transmise, lorsque l'information est bien comprise, concernant les risques de transmission, concernant le suivi, concernant les traitements éventuels, en fait, on se rend compte que psychologiquement, les personnes arrivent mieux à s'adapter aux difficultés liées à la maladie. Et cette information, nous, en tant que psychologue, en tant que médecin généticien, on doit la fournir quel que soit l'âge. Donc parfois, en fait, on est amené à expliquer la maladie aux enfants des patients qui sont malades, ou parfois aux frères et sœurs de certains de nos patients. Et donc, on se rend compte, même pour les enfants, que si on leur explique avec des mots simples, bien sûr, adaptés à l'âge, qu'en effet, voilà, il y a un climat qui est beaucoup plus serein suite aux difficultés liées à la maladie. En tout cas, on est également là pour vous accompagner dans toutes les démarches, qu'elles soient administratives ou médicales. Nous essayons en tout cas d'être tenus au courant des dernières avancées médicales et thérapeutiques. Nous essayons de vous fournir une écoute qui est la plus empathique possible. Lors de nos consultations de génétique, on essaye aussi d'instaurer vraiment un climat de confiance pour que le patient se sente en sécurité lors de ces consultations de génétique. Et on essaye aussi de reconnaître toutes les difficultés qui sont liées à la maladie, qu'elles soient au moment du diagnostic, au moment du suivi médical, mais également lors du désir d'enfant. En conclusion, alors, d'un point de vue psychologique, je pense qu'on peut proposer un soutien psychologique, mais il ne doit pas être effectué de manière systématique. C'est vraiment au cas par cas, en fonction des ressources du patient, en fonction de la personnalité du patient. Lorsqu'on propose un soutien psychologique ou même psychosocial, nous essayons vraiment de nous adapter vraiment le plus possible à vos demandes et à vos besoins. Et parfois, en effet, nous sommes amenés à vous expliquer que ces questions seront peut-être mieux débattues avec des associations de patients. Et concernant le désir d'enfant, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais que nous sommes vraiment là pour vous accompagner dans votre chemin de réflexion et même votre chemin de réflexion à travers la maladie. Merci. Merci beaucoup pour cette approche et d'avoir vraiment mis en évidence une série de difficultés dont on ne se rend pas nécessairement compte et finalement aussi du support que peut constituer finalement l'annonce d'un diagnostic, la possibilité d'avoir une équipe sur laquelle s'appuyer pour pouvoir se mettre finalement en action. Et je trouvais que c'était particulièrement clair dans votre exposé, finalement, ce trajet qui est aussi l'annonce du diagnostic et son passage finalement d'un destin à un destin que l'on peut maîtriser à travers la prise en charge, l'accompagnement médical et les traitements. Alors, on va passer maintenant à un autre aspect qui a aussi été soulevé par petites touches, mais qui sera maintenant affronté, je dirais, de face. Ce sont les aspects proprement éthiques, les questions de responsabilité que chacun peut se poser, aussi bien en ayant la maladie qu'en ayant la possibilité éventuelle de la transmettre. Et là aussi, finalement, les questions
questions sont loin d'être évidentes et les réponses encore moins. Bonjour à tous. Donc, merci pour cette introduction. Donc, nous allons maintenant nous intéresser donc à la question éthique au niveau qui concerne le dépistage génétique. Alors, mon exposé va s'articuler donc en 4 points. Le premier va constituer au niveau de l'information du patient d'un point de vue éthique mais également juridique. Il y a une loi des droits des patients auquel je vais faire référence. Nous passerons ensuite au dépistage génétique au niveau de l'adulte puis de l'enfant. Et enfin, nous terminerons par le dépistage préimplantatoire. Alors, tout d'abord, il est important donc de se rappeler que l'information au patient, comme on l'a déjà vu dans les 2 exposés, est vraiment au centre du dépistage génétique. Pour ce faire, il est évidemment aussi au niveau éthique et au niveau du droit. Alors, en éthique, il faut savoir qu'il y a 4 principes qui prédominent. C'est le premier, l'autonomie, suivi de la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice sociale. Alors, le principe le plus important et qui va être repris dans la loi des droits des patients, qui va vraiment prédominer sur tous les autres, c'est ce fameux principe d'autonomie. Alors, quel est-il? Il s'agit de la capacité à chacun de pouvoir s'autodéterminer. Il est à la base, évidemment, de tout choix. Et comme je viens de le dire, il est le fil conducteur de la loi des droits des patients. Alors, le deuxième principe, c'est la bienfaisance. Il s'adresse ici aux professionnels de la santé, qui doivent évidemment aider le patient, assurer son bien-être, mais tout en respectant son autonomie, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller vers un assistanat du patient. Troisième principe qui est bien connu, la non-malfaisance, évidemment, le fait de ne pas nuire aux patients. Et enfin, le dernier, la justice sociale, qui malheureusement, dans notre actualité, c'est simplement le fait que les ressources, on le voit, au niveau du domaine de la santé, sont limitées. Et il va falloir essayer de les répartir de manière équitable. On voit que c'est assez compliqué, notamment ici avec l'actualité, avec les vaccins. Au niveau de ce principe d'autonomie, donc la loi des droits des patients va nous rappeler l'importance au niveau de l'information au niveau de 2 articles. L'article 7, mais aussi l'article 8, qui est le droit au consentement. Alors, ce droit à l'information, on oublie aussi de dire que c'est aussi un droit pour le patient de ne pas savoir. Et je pense que c'est quelque chose sur laquelle, au niveau du dépistage génétique, on va insister pour le respect, le non-jugement de patients, de membres de la famille qui ne désirent pas connaître leur statut génétique. Alors, au niveau du dépistage génétique, concernant cette information, on peut dire qu'elle se sépare en 2. On a évidemment tout ce qui va être l'information concernant le déroulement du test de dépistage, avec le fait qu'à tout moment, le patient peut arrêter, quelle que soit l'étape. C'est important de le signaler quand même. Et ensuite, ce qui, je vais dire ici, on l'a vu dans les exposés, pose quand même un problème, c'est le résultat de ce test génétique, avec ici, dans cet exposé, évidemment, le problème des maladies héréditaires, qui est tout à fait différent d'autres maladies qui ne le sont pas. Alors, on en a parlé, les données génétiques sont tout à fait particulières parce qu'elles ne sont pas liées au patient seulement, mais elles ont une implication avec tous les membres de la famille qui ont une parenté biologique avec ce patient. Alors, c'est clair qu'au niveau de la circulation de l'information du résultat génétique, pour les membres de la famille, il leur paraît tout à fait légitime d'être mis au courant. On va voir que c'est pas si évident, vu qu'on va se confronter au principe de confidentialité des données et évidemment du respect de la vie privée, qui ne coïncide pas du tout avec les intérêts quelquefois de la vie familiale. Alors, le deuxième article sur lequel j'aime bien insister au niveau de l'information, c'est l'article qui concerne le consentement aux soins. En effet, la loi nous dit que le patient a droit à un consentement qui doit être absolument libre et éclairé. Libre veut dire tout simplement qu'il ne subit aucune pression, que ce soit au niveau conjugal, familial, médical ou social. Ce n'est pas toujours évident, je vais y revenir tout de suite.
Le consentement éclairé, tout à l'heure on a bien parlé de l'information et donc on insiste, on peut informer, mais ce qui est surtout important, c'est de s'assurer que le patient a compris l'information. Et donc en pratique, justement, c'est pas toujours si évident parce que quelquefois pour le professionnel de la santé, il y a une distance qui va s'installer entre ce que le professionnel, le médecin ou le psychologue a donné comme information et est persuadé de l'avoir bien donné et le ressenti du savoir que le patient a eu et quelquefois on se rend compte que il y a vraiment un hiatus entre les deux. Enfin, au niveau du consentement libre, parfois c'est assez difficile vu qu'on a le respect normalement du principe de non-directivité du médecin qui est quelquefois mis à mal, surtout quand il s'agit de situations très critiques où, je vais dire, le pronostic quelquefois vital de certains membres de la famille pourrait être engagé et donc là, il y a quelquefois, on peut dire, une petite pression et donc on le voit tout de suite, c'est pas du tout évident de respecter ces droits des patients théoriquement et surtout dans la pratique. Alors maintenant, on va passer donc au dépistage génétique chez l'adulte. On en a déjà parlé. Il est important quand même toujours de signaler que l'expression d'une maladie génétique va varier d'un individu à l'autre, que ce soit, on l'a dit, au niveau individuel, mais lié aussi aux facteurs extérieurs. Deux situations chez l'adulte, on peut avoir d'un côté un patient symptomatique. Là, ce qui va se passer évidemment au niveau du résultat du test, on en a un petit peu parlé avec Madame Dubrul, soit dans ce cas-là, le résultat est positif et va se poser toujours la question est-ce que je le dis ou est-ce que je ne le dis pas à la famille, soit le test pour un patient symptomatique est négatif, ça peut être à la fois un soulagement en se disant je n'ai pas cette mutation génétique, mais ça peut être aussi stressant et angoissant vu qu'il n'a toujours pas de réponse diagnostique. Alors, au niveau de la confidentialité des données, évidemment, lorsque le patient, le résultat est positif, il y a deux droits sur lesquels on va s'appliquer, qui est le premier droit du respect du corps humain. Alors, ce droit, c'est un droit général que l'on va retrouver dans tout ce qui correspond à des tests liés au corps humain. En Europe, il y a une non-commercialisation du corps, c'est pour ça qu'on parle de don de sang, de don d'organes. Si vous traversez l'Atlantique, c'est différent. On sait très bien qu'aux États-Unis, vous pouvez vendre votre sperme, vous pouvez vendre vos ovocytes à ce niveau-là, ce qui est totalement interdit, évidemment, en Europe. À côté de ça, nous avons une information, ce qu'on appelle une information génétique secondaire, vu que dans le premier cas, c'est ce qu'on appelle l'information génétique primaire. L'information génétique secondaire, elle, est liée directement à l'individu, au test que vous allez passer et aux résultats que vous allez avoir. Ce problème de diffusion de l'information se pose à la fois par l'individu lui-même, par également les personnes tierces, c'est-à-dire les médecins, ça peut être un institut de pathologie, mais également par les membres de la famille. Alors, lorsque le patient est asymptomatique, la question va être une question claire au niveau de la pathologie. La pathologie qu'il pourrait avoir au niveau génétique, quelle est-elle? Est-ce qu'elle est grave? Est-ce qu'il y a un pronostic vital qui est engagé? Quand va-t-elle se déclarer? Quelles vont être les conséquences pour le patient? De nouveau, une pathologie n'est pas l'autre. Alors, au niveau du résultat du test pour un patient donc qui ici est asymptomatique, nous allons avoir, si le test est positif, de nouveau la même problématique au niveau de la communication de l'information à la famille, mais également les conséquences directes dont on a parlé sur la famille, le conjoint et sur le désir d'enfant, évidemment. Quand le test est négatif, Madame Dubrul en a parlé, il y a un soulagement, quelquefois une culpabilité, pourquoi moi je ne suis pas atteint. Et évidemment, là, ce n'est pas le propos, on est au niveau de l'éthique, pas de la psychologie.
Alors, au niveau de la famille, on va dire que ce qui est important en éthique, toujours, c'est d'anticiper. On préfère prévenir que guérir. Et comme on l'a dit dans les exposés, on insiste fortement sur le fait qu'il faut essayer d'en parler de manière anticipée dans la famille lorsqu'une personne décide de faire ce test génétique. Il faut également bien respecter, et ça on insiste fortement, sur le principe d'autonomie du patient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement à avoir pour un patient, un membre de la famille qui ne désire pas passer ce test. Enfin, ça permet aussi, et on en a parlé, de partager peut-être une consultation en conseil génétique de la famille pour donner de plus amples informations. Au niveau du couple, je ne vais pas m'y attarder vu que on en a bien parlé, les conséquences au niveau du conjoint, les conséquences au niveau des enfants qui sont déjà là et les conséquences au niveau du désir d'enfant, en avoir, ne pas en avoir, adopter, en avoir biologiquement avec l'aide de la médecine. Troisième point qui est le dépistage génétique chez l'enfant, et là il pose dans certains cas vraiment plus de questions au niveau éthique, étant donné qu'ici on a ce principe directeur d'autonomie du petit patient qui va être évidemment mis à mal dans certaines situations. Alors, on reprend les deux situations, enfant symptomatique, enfant asymptomatique. Au niveau éthique, lorsqu'il s'agit d'un enfant symptomatique, ça ne pose pas de problème, vu qu'il va évidemment s'agir de poser un diagnostic ou au contraire de l'exclure. Alors dans ce cas-là, ça va permettre de toute façon d'éviter quelquefois à l'enfant des examens lourds, des examens douloureux. Ça va permettre aussi une prise en charge thérapeutique du patient qui sera adapté, et à partir de là également une consultation du conseil génétique de la famille qui peut être évidemment proposée. Donc c'est le feu vert à ce niveau-là. Au niveau de l'enfant asymptomatique, et là je vous ai mis, vous voyez 3 photos, on voit que ce ne sera pas la même chose lorsqu'on a un bébé, un enfant de 8-9 ans ou un ado. Évidemment, les problèmes vont se poser de manière différente. Dans le premier cas que l'on peut avoir, il s'agit donc d'un dépistage génétique lorsque donc il y a une thérapeutique préventive qui est possible. Là, dans ce cas-là, l'éthique, aucun problème. Il s'agit de l'intérêt de l'enfant et dans ce cas-là, évidemment, tous les indicateurs sont ouverts. Là où les choses vont être un petit peu plus compliquées, et c'est un feu orange, c'est lorsque vous avez un enfant qui est asymptomatique, lorsqu'il s'agit d'une pathologie qu'il n'y a pas de traitement curatif ou préventif dès la petite enfance, ou encore, pire, il n'y a absolument pas de traitement efficace. Dans ce cas-là, on va avoir également 2 situations. Soit on va avoir des pathologies qui peuvent se présenter plus tardivement, donc pas lorsqu'il est bébé, mais plus tardivement au niveau de l'enfance ou de l'adolescence. Alors, les parents vont quelquefois faire la demande de dépister leur enfant. Pourquoi? Ils vont prendre l'argument en disant c'est une manière pour nous de pouvoir organiser notre vie si l'enfant est porteur. Maintenant, il faut être clair que c'est une manière de maîtriser leur angoisse, car évidemment, même avec un test, on ne peut absolument pas prédire l'avenir. Alors au niveau éthique, c'est quand même assez risqué parce qu'on peut avoir certaines situations où si l'enfant, je vous rappelle, il est asymptomatique, va devenir, si le test est positif, un enfant qui est sain va devenir aux yeux des enfants un enfant malade avec le gros risque d'avoir un enfant qu'on va surprotéger, où il va subir des limitations dans ses activités et là, évidemment, ce n'est pas tolérable. Au niveau de ces pathologies, on peut aussi avoir des pathologies qui vont cette fois-ci se révéler encore plus tardivement, c'est-à-dire à l'âge adulte. Et là, de cette manière-là, vous avez vu, j'ai mis une croix. Donc on ne valide pas ce type de demande. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est faire un test à un enfant sain, de toute façon, sur lequel en fait, on ne peut pas, il ne va pas pouvoir exercer ce droit de ne pas savoir qu'il pourrait avoir à l'âge adulte. Et donc, ça, c'est une chose qui est importante. La deuxième, c'est qu'il y a un conflit avec la confidentialité des données, vu que les parents vont être au courant normalement de données qu'ils ne devraient pas posséder, vu que ça ne concerne que leur enfant lorsqu'il sera adulte.
Troisième cas qui est encore plus mitigé, il s'agit de la mutation génétique dont on a parlé, où on peut avoir une mutation où on est simplement porteur. Donc il n'y a absolument pas de pathologie à ce niveau-là. Deux informations. La première, on va rejoindre le cas précédent, donc où il n'y a aucun bénéfice pour l'enfant et que on va, je vais dire quelque part, anticiper les problèmes que l'enfant pourrait avoir à l'âge adulte, mais ça lui appartient. Par contre, là où on va avoir une information qui va être nécessaire, c'est lorsque l'enfant va avoir une activité sexuelle et qu'il va avoir un risque de procréer. Donc là, il sera important, évidemment, de l'informer de ce risque de transmission génétique qu'il peut avoir au niveau donc de sa puberté à partir du moment où il va vouloir procréer ou simplement, comme je l'ai dit, avoir une vie sexuelle. Alors, le comité consultatif de bioéthique de Belgique, lorsqu'il s'agit de dépistage génétique au niveau de l'enfant, va poser un avis, pose un avis en disant il faut rechercher toujours un équilibre qui n'est pas toujours évident, vous le savez dans la pratique, entre au niveau de l'enfant son droit à l'autodétermination, qui va évidemment augmenter au niveau de son âge, sa maturité qu'on va pouvoir évaluer, et ce fameux droit de ne pas savoir. Au niveau des parents, il y a évidemment logiquement ce droit de savoir, ce droit pour eux moral d'apporter à leur enfant le maximum de bien-être au niveau de sa santé. Donc c'est ce qu'on appelle un état de santé optimal. Maintenant, le comité d'éthique met un bémol à ce niveau-là, parce que lorsqu'on parle de l'état de santé optimal d'un enfant, il ne s'agit pas seulement d'un état de santé physique. Il faut voir également toutes les répercussions que peut avoir un test de dépistage chez l'enfant au niveau psychologique et au niveau social. Dernier point que nous allons aborder, donc le dépistage préimplantatoire, on en a déjà parlé beaucoup, j'insisterai simplement sur deux points. Le premier point, il est totalement validé lorsqu'il s'agit d'une maladie grave, lourde, qui est évidemment héréditaire et qui va se transmettre. Maintenant, dans la réalité, certaines familles, certains patients se plaignent que selon les différents centres de procréation médicalement assistés, certains vont être refusés, les types de dépistage vont être refusés. C'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de maladies rares, étant donné qu'on n'a pas suffisamment, je vais dire, de recul vu qu'il y a très peu de patients. En plus de ça, pourquoi est-ce qu'il va y avoir une certaine frilosité? Parce que nous avons la loi de 2007 qui encadre le DBI et qui est excessivement claire vu qu'elle veut éviter à tout prix les dérives eugéniques. L'argument qui défend cette position, c'est de dire on a peur de la pente glissante, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on pourrait choisir des indications pour des maladies plus bénignes, comme par exemple cela se fait en Angleterre pour le strabisme, pour toute personne qui fait un DPI, pour tout couple, et là on voit bien qu'on est en train en effet d'arriver à une dérive eugénique. Pour des pathologies également, donc je l'ai dit, je viens de le dire, qui sont bénignes, pour le choix du sexe d'un enfant, ou encore pour des indications qui n'auraient absolument rien à voir avec une position médicale. On peut voir notamment aux États-Unis, on a le choix au niveau de la couleur des yeux de l'enfant, la couleur des cheveux, etc., ou du sexe encore. Alors, certains auteurs ont proposé, vu qu'on a quand même cette problématique au niveau de la liste des pathologies, de faire une liste. Alors, à nouveau, le comité consultatif de bioéthique est assez opposé, pour trois raisons. La première, une discrimination. Si on prend simplement les maladies rares, on sait qu'on en a de 6 à 8 000, qu'il y en a 80% qui sont génétiques, et c'est évidemment rien que pour là, on ne peut pas screener toutes les maladies, et donc discrimination à la fois pour des pathologies qui sont inscrites sur la liste, mais aussi pour les patients dont la pathologie n'est pas inscrite. Deuxième raison, le fait, on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a un degré d'expression de la maladie au niveau de la gravité qui va varier d'un individu à l'autre. Et le troisième, je pense, qui est aussi très important, c'est le vécu personnel pour les patients au niveau de leur souffrance. Elle est individuelle et on ne peut pas, absolument pas faire de généralité.
Pour conclure, je dirais qu'il y a 4 points en éthique qui sont importants et on va se retrouver dans les différents exposés, notamment pour le premier. C'est l'information absolument au patient avec le fait de s'assurer de la compréhension des données faites au patient et comme on l'a dit, ça peut mieux circuler également dans la famille. Deuxième chose, l'anticipation au niveau du choix d'un test de dépistage, que ce soit expliqué, que ce soit compris par la famille, avec le troisième point, toujours le respect du droit de ne pas savoir pour tout membre de la famille. Enfin, pour clôturer, pour l'enfant, je crois que vous l'avez compris, ne pas oublier que c'est un enfant, mais qu'il a droit aussi à son principe d'autonomie, d'autodétermination et du fait de ne pas savoir également. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour ces derniers points d'analyse. Alors, plusieurs questions nous sont parvenues qui sont vraiment, je trouve, des questions importantes qui permettent aussi de bien comprendre la situation des personnes. Et l'une d'entre elles était, voilà, je suis un homme, j'ai la maladie de Fabry, je ne souhaite pas transférer, communiquer cette pathologie à mes enfants, ce qui signifierait pour moi ne pouvoir avoir que des garçons. Est-ce que dans ce cadre-là, il est possible de choisir le sexe de l'enfant dans le cadre d'un diagnostic préimplantatoire ? Mais oui, c'est techniquement possible. C'est techniquement possible. Maintenant, voilà, je sais que en fonction, on l'a évoqué tout à l'heure, en fonction des centres auxquels on fait appel, ce genre de demande sera accepté ou refusé. Parce que c'est vrai que les femmes, parfois, sont peu symptomatiques, voire symptomatiques à l'âge adulte. Et donc, éthiquement, c'est difficile de dire qu'on sélectionne un garçon alors que la femme sera peut-être pas ou atteinte à l'âge adulte. Mais on sait aussi qu'on a des petites filles qui sont symptomatiques. Hein, donc, pour moi, ça se justifie. Mais ça, c'est mes croyances. Après, toutes les combinaisons sont possibles en fonction des centres auxquels on s'adresse, en fait. Oui. Parce qu'il faut savoir que chaque dossier est quand même soumis à un comité d'éthique aussi. Oui. Au niveau des, et donc les centres. décisions sont chaque fois personnalisées. Oui, et sont collégiales aussi. Absolument. Absolument. Alors une autre question qui est venue et qui revient fréquemment est de savoir, voilà, toujours dans le cadre de la maladie de Fabry, à partir de quel âge doit-on en parler à sa fille, à quel âge aborde-t-on ce type de sujet avec elle? J'imagine qu'il n'y a pas de réponse unanime, univoque, mais grosso modo, que conseilleriez-vous? Il faut savoir que dans les familles où il y a déjà un parent qui est symptomatique, les enfants voient leurs parents souffrir. Les enfants voient le papa ou la maman qui a des crises d'acroparesthésie, qui a mal dans les mains. Les enfants se posent des questions. On a même des enfants qui imitent les symptômes de leurs parents, qui eux aussi, tout d'un coup, ils ont mal dans les mains. Mais parce qu'ils se demandent s'ils ne peuvent pas attirer l'attention aussi comme ça. Donc, quand on les testait, je pense que ça dépend un petit peu... c'est vraiment quelque chose à discuter avec le parent, de savoir quel est le degré d'angoisse, ce qu'ils mettent dans la transmission de l'information. Et ça, c'est beaucoup débattu aussi avec la psychologue, parce que c'est vrai que c'est pas un diagnostic qu'on jette à la tête de l'enfant. Je pense que c'est quelque chose, il doit être préparé s'il a un risque effectivement de développer la maladie par la suite. Oui. Et donc, je dirais que c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas d'âge. Maintenant, si on sait qu'il y a un risque d'être symptomatique, eh bien, effectivement, on va déjà tester, voir si l'enfant a des symptômes. Un petit garçon qui se plaint d'acroparesthésie, il y a de grandes chances qu'il ait hérité de la maladie de Fabry. Donc lui, on va le tester. Tout à fait. Alors si on prend la maladie de Gaucher, cette fois une autre question est venue éclairer un aspect qui me semble également important. Imaginons que j'ai un partenaire qui est atteint de cette maladie. Je voudrais savoir si moi, éventuellement, je ne l'ai pas,
est-ce que dans ce cadre-là, je peux faire un test? Est-ce qu'il sera remboursé? Alors c'est vrai que pour ces maladies qui sont des maladies rares, hein, la probabilité que le conjoint soit aussi porteur, elle est somme toute assez faible. Donc dans la population générale. Dans le passé, c'est vrai que quand on avait ce type de maladie, on ne testait pas systématiquement le partenaire. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'aujourd'hui, on a accès aux technologies, en fait. Finalement, séquencer un gène, c'est pas très compliqué et ça coûte pas très cher. Donc, c'est vrai que du coup, l'évolution des mentalités aussi médicales ont changé. Et c'est vrai qu'on va plus facilement tester un partenaire d'un conjoint atteint aujourd'hui qu'on l'aurait fait par le passé. Même si on reste dans une probabilité faible dans la population générale. C'est pas la même chose si on a épousé son cousin. Hein. Alors j'ai aussi une question plus générale, qui est, j'ai une maladie lysosomale. Est-ce que je dois en parler avec ma mutualité, mon employeur? Qui dois-je avertir? D'un point de vue éthique? Mais tout va dépendre aussi des symptômes qu'on va développer, évidemment. Je sais bien, par exemple, on l'a vu dans la vidéo, par exemple, au niveau des assurances, si vous développez la maladie, vous êtes obligé de le dire. Par contre, si vous êtes asymptomatique, là, la loi belge vous protège et vous ne devez pas le dire. Donc voilà, à ce niveau-là. Maintenant, l'employeur, tout dépend, je veux dire, de la relation que vous avez avec votre employeur, si c'est quelqu'un qui est compréhensif ou si vous êtes plutôt, je veux dire, dans une boîte où je vais dire, les risques d'être licencié peuvent être beaucoup plus grands de par simplement, je vais dire, une bienveillance qu'on ne voit pas vraiment. Mais c'est vraiment du cas par cas et ça, je pense que c'est important aussi d'en parler avec le généticien, d'en parler avec la psychologue, qui alors pourra fournir, je vais dire, des avis nuancés de par leur expérience. Mais in fine, évidemment, c'est toujours au patient de décider, mais au moins il sera éclairé dans, je vais dire, sa prise, dans la décision qu'il va prendre. Non, mais c'est important ce que vous dites, parce que finalement, quand on est porteur asymptomatique, la loi ne nous oblige pas à le dire. Non. Donc on est couvert. Oui. Voilà. Je pense que voilà, tout est dit. Oui. Au niveau des assurances. Au niveau des assurances. Oui. Oui. Une autre question, puisque là on aborde quelque peu les tiers, mais il y a aussi des tiers proches. Que se passe-t-il quand on a une maladie que probablement elle touche d'autres membres de la famille? Est-ce que l'on peut, est-ce que je pourrais par exemple en parler avec mon neveu, ma nièce, quand bien même leurs parents auraient préféré se taire sur ce sujet? Quelle est ma responsabilité? Quel est mon droit? Quel est mon devoir? Alors, au niveau éthique, je vais dire, au niveau légal, on ne peut pas les attaquer. Maintenant, on l'a dit, il y a une confidentialité des données. Et je pense pour éviter, en effet, des conflits familiaux, il faut être au clair avec les proches qui en sont atteints. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, respecter le choix. Je pense que ce n'est pas spécialement à la tante ou l'oncle à parler de la pathologie des parents ou à ses neveux ou à ses nièces. Maintenant, de nouveau, s'il y a une problématique, il y a les conseils génétiques qui sont là, avec l'équipe pluridisciplinaire qui peut, de par leur fonction, peut-être permettre et entamer un dialogue avec la famille. On l'a dit, hein, chaque famille est différente et quelquefois, il y a déjà des conflits. Parfois, quand on voit que... Parfois, on fait appel aussi au médecin traitant pour être un peu l'intermédiaire. Si il nous semble qu'il y a une information importante qui doit circuler, par exemple, chez les neveux et nièces, et que les parents biologiques font obstruction, on essaye d'impliquer le médecin traitant, qui souvent est le trait d'union entre les frères et sœurs des parents. Alors, dans cette discussion-ci, en fait, il y a deux autres questions qui ont été posées et qui surgissent précisément dans cette discussion. La première, c'est qu'il arrive que les patients reçoivent le diagnostic de leur enfant et qu'ils ne soient finalement pas adressés à un centre de conseil génétique ou à un centre de prise en charge des pathologies rares. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a
un moyen ou d'autres possibilités d'avoir au niveau des associations de patients, au niveau des médecins, au niveau de l'hôpital, une assurance de ce suivi. Dans les questions que j'avais ici, il y avait vraiment, voilà, nous nous sommes retrouvés seuls avec cette annonce, ce diagnostic, sans trop savoir qu'en faire. Alors, c'est vrai que quand ça concerne des enfants, ce genre de situation est plus rare, hein, parce que en général, l'enfant est bien suivi par son pédiatre et les pédiatres connaissent assez bien finalement les maladies rares, ou en tout cas savent à qui s'adresser pour passer le relais. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup... C'est vrai que cette situation, c'est plus chez les adultes qu'on les rencontre, des adultes qui sont parfois diagnostiqués en médecine interne, en cardiologie. Les cardiologues ne passent pas le flambeau. D'accord. Mais ça se passe de moins en moins, grâce à l'information grandissante autour des maladies rares. D'accord. Moi, j'insisterai juste pour clôturer l'importance des associations de patients. Oui. Je pense qu'avec Internet, aujourd'hui, c'est pas compliqué. Vous mettez le nom de votre maladie, vous mettez association de patients. Et là, je pense que ça vaut vraiment la peine de les contacter parce que c'est vraiment une aide à tous les niveaux. Et puis, il y a des hotlines aussi maintenant. Tout à fait. Donc, des lignes téléphoniques qu'on peut appeler. Donc, tout à fait. La ligne 0800 des maladies rares, d'RDB. Oui, Ouais. tout à fait. Ouais. Une dernière question qui nous est parvenue et qui me semble importante dans le cadre, cette fois, de la mise en train du partage des données dans les plateformes e-health notamment. Une des inquiétudes est, est-ce que finalement, cette confidentialité, elle est continue et continuera d'être assurée? Mais c'est vrai que nous, en génétique, en fait, on a toujours refusé, mais ça c'est la position de notre centre, on a toujours refusé de mettre nos comptes rendus en ligne sur ces plateformes. Parce qu'effectivement, on ne sait pas qui les consulte. Et donc, voilà, je pense que l'information, elle appartient aux patients et pas à la plateforme. Donc, on fait attention à ça. Au niveau de toute façon de la confidentialité des données, on a quand même le RGPD, mais c'est vrai, j'ai toujours tendance à dire tout ce qui concerne la génétique, il faut être excessivement prudent. Ouais. C'est notre ADN, et donc on ne sait pas dans l'avenir ce qu'on va faire de ces informations, évidemment. Ouais. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup pour ce webinaire qui, je pense, a été vraiment extrêmement intéressant, porteur, aussi par les questions qu'il a permis d'éclairer. Et je voudrais remercier à la fois les associations de patients, l'entreprise Takeda aussi, qui est à l'initiative de cette discussion, et vous souhaiter à tous une excellente journée.